It's murder and wine. Des meurtres et du vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est qui, modération? Hello And welcome to Murder and Wine. Your podcast Préféré ou pas. ou pas. Et dans ce cas-là, au revoir. Ouais. Ciao, ciao. Nos podcasts de true crime humoristiques qui boit du vin ou on boit du vin. Et puis voilà quoi, on est bien. Voilà, c'est ça. On boit du vin, on papote, on échange sur nos vies, sur des true crime, et puis voilà, c'est tout. Ouais. Bon, comment ça va? Ça va. Alors, je viens de passer 90 minutes, voire plus, à voir le fils de Sarah jouer au foot. Voilà. Alors, quand tu vois à peu près, je sais pas, ils sont combien sur le terrain? 8 par équipe, là. Voilà. Quand tu vois ces petits-enfants, alors c'était génial, je me suis régalée. Génial, c'est un grand mot. Voilà, mais c'était long. Voilà. Normalement, enfin, moi, je suis pas au courant de tout. Mon fils, il veut jouer au foot, mais moi, j'aimerais qu'il ne joue pas, mais bon, tu choisis pas. Je ne choisis pas. Et du coup, j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est une surprise. Donc, normalement, on y va, il y a 3 petits matchs d'un quart d'heure, mais là, non, c'était un match de 90 minutes, comme des grands. On y était pendant plus d'une heure et demie. Impossible. Pour 5-2, je crois, ça a terminé. 7-2. Ah, ils les ont éclatés. Voilà, donc... mais très drôle. Voilà, très drôle. Et du coup, ce qui était très drôle aussi, c'est d'entendre Sarah qui dit à des enfants de quel âge? 7 ans? 8-9, t'es bâche. Excuse-moi. De dire à des enfants de 8 ou 9 ans, elle était belle, ta bute. Je suis pas sûre. C'est surtout notre papa qui dit tout de suite après. Et le papa, il a soit ta bite, soit ton but. Mais pas ta bute. Et pas des enfants de 8 ans. Bref, les Français sont méchants, comme d'hab. Ah, écoute, c'était parfait. Voilà. J'ai adoré. Bon, moi, j'ai pas de sujet pour toi ce soir, ma belle, donc ça va être tes sujets. Écoute, moi, j'en ai un. OK. À part ta bute. J'ai enfin terminé 6 Feet Under. Wow! I know. Ça fait juste 20 ans. Applaudissons. Bravo. Je voudrais remercier... Non, on n'y est pas. Je voudrais remercier Jésus qui m'a conseillé de regarder cette émission. Mais c'était moi, hein? Oui, je sais. Tu es un peu mon Jésus. Tu marches sur du vin. Clairement. Très souvent. Jésus n'a jamais marché sur du vin. Il a juste transformé l'eau en vin. Il a marché sur on a l'eau. tout compris. Ah, bref. J'ai adoré. La fin est incroyable. Ah non, c'est le meilleur fin d'une série qui a jamais existé. La meilleure fin que j'ai vue. C'est wrapped up with a pretty bow. Enfin, c'est magique. Incroyable. Et j'ai eu la petite larme et tout à la fin. C'était bien sûr. Génial. Franchement, bravo. Écoute, je pense qu'il n'y a pas de spoiler là, parce que la série a terminé il y a plus de 20 ans, quelque chose comme ça. Mais bon, je vais peut-être pas dire, mais si les personnes n'ont pas encore regardé 6 Feet Under... Alors voilà, je vais vous mettre dans vos chaussures plutôt. C'est 5 saisons, c'est long. Mais ça vaut le coup, franchement. C'est super bien fait, c'est très cinématographique en fait. En fait, c'est ce que je dis à chaque fois quand je parle. Oula, je vais y arriver. On a commencé. 1, 2, 3. Quand ils ont commencé avec Sopranos et 6 Feet Under, et donc ces chaînes comme Showtime ou HBO ont vraiment commencé à faire des séries cinématographiques. Enfin, ils sont magnifiques et c'est du cinéma. Ouais. Et c'est là où on a commencé à prendre la télé un peu plus au sérieux et ça fait partie de ces premiers shows qui étaient comme ça et qui est juste magique. C'est vraiment beau. Ah ouais. Bon, donc voilà. J'étais très contente de finir. Bon, mais je suis fière de toi après toutes ces années. Maintenant, il manque Sopranos et puis il y en a d'autres qui se sont rajoutés, tu vois. Ah ben c'est sûr. Oh, même, c'est sûr. The Last of Us, j'en peux plus. Ouais. C'est bien, il y a toujours un truc. Hein. Si jamais il y a un reconfinement. La Formule 1. Ah ouais, c'est trop bien. Ouais. J'adore. Il y a des nouveaux épisodes de Untold aussi sur Netflix. Là, le dernier avec les 2 basketteurs est sorti. Basket et il va y avoir le foot américain. Ouais, il y en a un qui a été annoncé, je sais plus. Mais en tout cas, celui du basket, il est excellent aussi. Hein. Voilà, donc, OK. Ouais, c'est clair, on a besoin d'un confinement, en fait. N'est-ce pas? Sinon, je n'arriverai jamais. Non, on peut attendre la fin de l'été, comme sorte. Oui. L'hiver prochain, confinement. Il n'y a pas de problème. OK, go. OK. Parfait. On est d'accord. Ça me va. Bon, OK. Deal. Mais on choisit la maladie. On veut une sorte de re-Covid. On ne veut pas du Ebola ou un truc comme ça. On est d'accord. Ah, non. Non, pas un truc où tu te vides de ton derrière. Non. Je crois que tu te vides un peu de partout avec ça. Un truc sympa, tu vois. Ouais, un truc sympa. Le Covid, c'était plutôt sympa. Ouais, c'était tendance. Sauf des morts, quoi. #Covid, quoi. Tu vois, moi, j'ai bien aimé. OK.
Stop. Allez. Parce qu'on va se choper un truc de Fred, là. Donc, ce soir, on boit un vin qu'on a déjà consommé, mais c'est mon rosé fétiche de l'été. Bon, bien que l'été... Alors, non, on ne dit pas de météo. Elle tarde à venir, voilà. Mais c'est un peu rosé. Ouais, t'as trop envie, non, tu peux pas. C'est Belle du Sud, d'accord. Donc c'est un vin c'est un rosé cristal de Ciceron. Donc c'est un vin de Pays d'Oc. Et en fait, je tiens à elle est incroyable. C'est un très, très bon rosé d'été. Et moi, le Carré Frais, qui est mon petit caviste ou épicerie où j'achète souvent, il fait une offre. Donc, pour des personnes qui habiteraient dans le coin, ils font une offre de la bouteille normalement à 8,50 €. Donc, ça va. Mais quand on achète 5, la 6e t'est offerte. Donc, ça se fait la bouteille autour de 7 €. Franchement, qui est super raisonnable. Et ils ont des magnums à 16 €. Donc, franchement, quand tu t'amènes en soirée et tu veux un vin qui plaît à tout le monde et tu te ramènes pas avec ta bouteille parce que tu sais très bien que tu vas boire plus qu'une bouteille. Mais le petit magnum, il est très chouette. Et puis, juste de garde comme ça, quand les gens sont de passage l'été, c'est chouette. Donc, Belle du Sud. Super bon. Non, il est excellent. Faut que je prenne une photo. Oui, parce qu'on devait faire un épisode avec notre dernier, parce qu'on a quelques épisodes d'avance avec notre dernier Alsace-Baker. Ouais. Mais il n'était pas au frais. Sarah avait oublié de le mettre au frais. Donc, c'est toujours de ma faute avec toi. Hein. C'est toujours de ta faute. Tu aurais pu appeler pour mettre un reminder. Moi, je ne suis pas de la charge mentale de ne pas toujours reposer sur moi. Et moi, je ne peux pas la charge mentale. C'est trop. Elle n'a pas d'enfant. Hein. On fait une petite pause et c'est pour mieux revenir sur le domaine Baker la semaine prochaine. Exact. Voilà. Et donc, ce soir, c'est moi. Donc, Marie, on t'a tout dit pour le vin. Maman, on t'oublie à chaque fois. Maman, il faut que tu viennes. Voilà. Ah oui, elle veut. Je sais, j'ai vu des petits messages. Donc, il faut qu'on le fasse. Est-ce qu'il faut un message pour Mag aussi? Est-ce qu'elle continue d'écouter ton histoire ou est-ce qu'elle s'arrête maintenant? Mag, elle n'aime pas le true crime, donc elle s'arrête. Non, mais elle aime bien quand il n'y a pas de trucs trop sanglants. Je sais plus. Mag, c'est toi qui vois. Voilà. Est-ce que tu es joueuse? C'est pas le pire, mais c'est pas le meilleur non plus. Voilà. Est-ce que tu es joueuse? C'est pas the girl in the box, quoi. Oh. Ouais, exact. Bon, on y va? Let's go. OK. Donc, Nibaldo, Mauricio, Villegas et Gutiérrez. Toi, t'aimes bien partir loin à chaque fois. Ouais, j'avoue. Donc, il est né le 30 novembre en 1968 à Limache, au Chili. Donc, on change de pays. J'aime bien changer. Ça fait du bien. Très beau. Comme j'imagine beaucoup d'enfants à cette époque-là, il est issu d'une famille nombreuse. Je crois qu'ils avaient genre 10 enfants en tout. Ouais. Mais lui, c'était le préféré et en plus le plus doué des enfants. Donc, en grandissant, on va lui attribuer beaucoup de qualités. On lui dit qu'il est humble, qu'il est bon, qu'il est paisible, qu'il est gentil, qu'il est sage, etc., etc. Golden child, pas faux. Donc, la sagesse était la description qui lui correspondait le mieux, car il avait décidé de transmettre ses connaissances aux autres en devenant professeur dans une université locale de Valparaiso, où il est responsable du programme du département d'informatique. D'accord. Donc, quand même, une belle réussite. Ouais, carrément. Donc, en 2009, alors qu'il travaille à l'université, il va rencontrer une femme nommée Johanna Hernandez Vicuna, âgée de 23 ans. Et elle, sa vie n'est pas facile. Elle n'avait pas terminé ses études. Elle s'était mariée à juste 15 ans et a ensuite eu 2 enfants. Elle va rompre avec son mari et là, elle décide que c'est le moment de reprendre ses études. Hein, et donc, elle va rencontrer son professeur, Nibaldo. Le fantasme de toutes les petites... N'est-ce pas? Oui. Donc, les deux vont finir par se fréquenter en secret parce que forcément... c'est pas très bien vu, le prof et les élèves. Et donc, Nibaldo va même s'occuper des enfants de Johanna comme s'ils étaient les siens. Donc, quand on dit gentil, bon, etc., jusque-là, ça tient, et puis ça tient pas mal dans le reste de l'histoire d'ailleurs. Donc, on va le décrire comme un père formidable. Il va financer l'éducation des enfants avec son argent. Il ne demande jamais rien en retour. Et il va faire la même chose pour Johanna, qui suit une formation d'ambulancière. Et apparemment, ça coûte pas très cher. Et du coup, mais bon, quand même, on le trouve vraiment gentil de faire tout ça, tu vois. Ouais, bravo. Voilà. Donc, en décembre 2009, ils vont enfin devenir un peu publics avec leur relation. OK. Et personne semble se soucier de leur différence d'âge, qui est quand même de 18 ans, ni le fait que lui soit enseignant et elle son élève. Et donc, il va acheter un terrain avec l'aide de son frère et ils vont commencer à construire eux-mêmes une maison pour lui, Johanna et leurs enfants. D'accord. Donc,
et le couple va avoir leur propre fille en 2011 et se marie le 15 novembre 2014. D'accord? Donc, pendant ses études d'ambulancière, Joanna va rencontrer un homme nommé Francisco Silva, lui aussi ambulancier, mais de 37 ans, qui vit avec sa maman. Francisco est considéré comme un homme assez étrange et une des caractéristiques qu'on va le décrire, c'est qu'il semble détester les personnes en surpoids. Ok, un grossophobe. Ça, je dis rien. Un grossophobe, c'est ça. Pérou grossophobe. C'est ça. Mais après, c'est pas la chose le plus inquiétant. En 2010, il était en couple avec une autre ambulancière. Apparemment, c'est comme un petit village, quoi. Et en 2011, ils prévoyaient tous les deux d'acheter une maison ensemble, mais Francisco a soudainement été agressé. Et là, il va recevoir une ordonnance restrictive, mais va décider de la retirer sans tout reprendre, quoi. Alors, attends, refais. En fait, il a, comment tu dis, une restraining order en français? Genre, ouais, il a. J'ai peut-être mal expliqué. Ouais, en fait, il a une restraining order il doit rester à la maison, ouais, sans sortir. Mais en fait, il va l'arracher, il fait ce qu'il veut, quoi. Ah, il a un bracelet, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Il a un bracelet électronique, carrément. Ouais. Ok. Alors, je sais pas la fin de cette petite partie de l'histoire, désolé que ça n'a pas été clair. Mais en 2013, il va se trouver à Vina del Mar avec encore une autre femme. Ok. Et là, c'est une enseignante qui devait épouser. Et là, sans raison apparente, elle aussi va l'agresser. Donc, ça fait 2 femmes qui l'agressent. D'accord? Tu as compris que la première femme, il se quitte parce que soudain, il l'a agressé. Et c'est pour ça qu'il a eu l'arrestation à la maison. Et ensuite, maintenant, il sort avec une deuxième femme 2 ans plus tard qui l'agresse elle aussi. Donc, la première, c'était elle qui l'avait agressé, lui? Oui, c'est lui qui est l'agresseur. Et la deuxième? Là, c'est la deuxième femme, encore lui, l'agresseur. Ah, c'est toujours... C'est toujours Francisco. Ok. Pardon, j'ai peut-être mal dit. Ouais. OK. Donc, Francisco a agressé son ex et sa femme actuelle. Enfin, c'est 2 ex, du coup. Ouais, du coup, oui, ça marche pas. Donc, il lui aurait, la deuxième, frappé, lui a tiré les cheveux, l'a frappé au visage, la jette par terre. Elle aussi est allée voir la police. Ouais. Mais apparemment, sa plainte est rejetée et aucune suite ne sera donnée. Normal. Yes, of course, also normal. Un peu plus tard, en mai 2013 de la même année, il sera arrêté en possession de biens volés d'une valeur de 88 000 pesos chiliens. Donc, je sais pas combien ça vaut. 12 €. Ouais, bon, voilà. Et en 2014, il sera arrêté pour vol de nourriture. Donc, malgré tout ça, des 2 agressions, les vols, etc., il va quand même réussir à se trouver un emploi comme ambulancier et agent de sécurité, ce qui me fait dire waouh, quoi. Là, tu te dis peut-être qu'ils sont en manque de boulot là-bas. Enfin, il y a un problème de... Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais je sais pas. Mais c'est assez étonnant. Mais bon, après, je sais pas si les plaintes contre les femmes sont prises au sérieux. Ouais, il y a aussi c'est ça. un peu la... Il y a aussi ça. Voilà. Donc, Joanna, de son côté, elle demande toujours plus en plus de Nibaldo. Et, attends, excuse-moi, je me relis. Ils ont pas non plus beaucoup de disputes, mais quand ils en ont, Nibaldo va toujours quitter la maison pour que chacun de leur côté réfléchisse seul, tu vois. Donc, il est plutôt calme, ouais. Et certaines personnes ont dit quand même qu'elle était violente envers Nibaldo et qu'elle le maltraitait, d'accord? Okay. Donc, encore une fois, on peut le certifier ici si on dit que voilà, les crimes contre les femmes sont peut-être pas pris au sérieux. C'est vrai qu'on peut parler souvent des femmes qui tapent sur les hommes et que c'est pas non plus très au sérieux, quoi. Mais bon, ça arrive dans le moindre idée et puis c'est rare qu'eux, ils se retrouvent... Oui, c'est plus rare. Mais bon, ça arrive. Donc, tout va s'empirer quand elle commence à tromper Nibaldo avec ce fameux Francisco. Mais Nibaldo, en fait, il s'en fout, il continue à l'adorer, il l'aimait, il prend soin d'elle. Et en fait, même à l'époque quand ils avaient une dispute et qu'ils laissaient de l'espace et qu'ils quittaient la maison, tout se passait mieux par la suite. Mais là, ça marche plus, quoi, en fait. Et du coup, comme c'est un peu la goutte qui fait déborder la vase pour Nibaldo, et qui décide en fait, elle ment, qu'elle lui traitait mal, qu'elle est violente. Et maintenant, il est au courant de l'infidélité dans tout ça, d'accord? Donc, il va partir, mais il va quand même la laisser vivre dans sa maison pour le bien-être des enfants. Waouh. Ouais, non, il est pas mal, quoi. Donc, à peu près au même moment, Francisco va fouiller dans le téléphone de Joanna et va voir les SMS, les échanges avec Nibaldo. Donc, lui, il est furax de découvrir qu'en fait, lui, il fait l'objet d'une liaison. Donc, même si lui, il a trop au tapé des femmes, il savait pas qu'elle était avec quelqu'un. OK. Genre, donc, ça complexifie. Ouais.
Et, pardon, je me perdu ma place. Et donc, il va réagir comme d'habitude et il va commencer à la frapper, la maltraiter physiquement. Joanna va tenter de se suicider en se coupant et en avalant des pilules. Waouh. Mais son fils va la trouver, va l'amener à l'hôpital. Quelle horreur. Et malgré tout ça, elle va rester avec Francisco dans la maison de Nibaldo. Attends. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Voilà, c'est ça l'histoire. Quelle horreur. Donc, La pauvre. ouais, c'est compliqué. Donc, Nibaldo, il va finir par accepter qu'il n'a plus d'espoir dans la relation et il va quand même aller à la police pour signaler Joanna pour violence domestique. Car s'il se dit, si elle se traitait comme ça à lui, qu'est-ce qu'elle va faire à ses 2 enfants? Et il n'y a plus personne pour les protéger. C'est l'état d'esprit de Nibaldo quand il va voir la police pour dire que Joanna l'avait frappé, lui. Alors que c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Elle le maltraitait, Nibaldo. Et elle se fait maltraiter par Francisco. Ah, Nibaldo, elle le maltraitait. Ok, Oui. ok. Le mari, enfin, son mec de base, elle le maltraitait. Son mari, oui. Ah, Voilà. putain, ouais. D'accord. Et donc, la police va complètement ignorer cette plainte, d'accord? Ils n'ont rien fait du tout. Parce qu'ils se disent, ouais, entre une relation entre une enseignante d'une 40aine d'années et une ancienne élève de 20 ans de sa cadette, Ouais. ils se disent que, en gros, c'est peu probable qu'elle soit violente, d'accord? Donc là, Nibaldo va quand même demander le divorce et la garde exclusive de leur fille en commun, hein? Et Joanna, il va considérer comme étant une mère indigne et va finir par la chasser de la maison. Okay. Donc, Joanna va aller au tribunal et le tribunal va décider de la garde partagée. Oh merde. Oui, mais c'est rare aussi que les hommes, ils ont la garde... c'est vrai. Ouais, c'est en quelle année, là? Autour de 2014. Là. D'accord. Oui, Okay. donc c'est pas... Ça, garde partagée, ça aurait été plus vieux, ça aurait été peut-être que la mère, même malgré tout ça, tu vois. Donc, on sait pas. Possible, je sais pas. Mais bon, voilà. Elle était quand même un peu plus grande, je pense, la fille. Donc, voilà. Après, je sais pas. Donc, attends, excuse-moi, je me retrouve. Donc, même si la garde est partagée, Joanna accepte pas du tout cet arrangement. Et Nibaldo va tourner la page, va commencer une relation avec une autre femme, mais elle va continuer à le harceler et même exiger qu'il lui vende la maison qu'il avait construite lui-même avant leur mariage. Et à une occasion, Joanna va même camper dans le parking de l'université pour jeter des pierres sur la voiture de Nibaldo lorsqu'il arrive au travail. Mais en fait, Nibaldo ne riposte jamais parce qu'il a peur pour sa fille, en fait, que ça déverse sur sa fille, quoi. Bien sûr. Donc, plus tard, excuse-moi, le 10 août 2018, Nibaldo est arrivé chez son frère et chez leurs parents et va leur demander de s'occuper de sa vie pendant qu'il va manger avec des collègues à l'université. Donc, eux, ils étaient super contents d'avoir leur nièce, leur petite fille. Ils vont passer la journée avec elle. Mais Nibaldo n'était pas censé s'absenter toute la journée. Il devait revenir, mais il l'a jamais fait. Ils vont essayer de l'appeler, mais l'appel va directement être transféré sur la messagerie vocale. Et c'était un signal d'alarme pour eux parce qu'il disait qu'il n'éteignait jamais son téléphone portable lorsque sa fille n'était pas avec lui. Donc, ils vont penser qu'il est en retard et quand même, ils vont aller se coucher. Donc, à 9h le 11 août, Nibaldo n'avait toujours pas donné signe de vie et il n'est pas venu chercher sa fille. Et c'est là, ils vont aller chez lui et ils voient que sa voiture est dans l'allée de sa maison. La porte de la maison est ouverte, donc ils vont rentrer dans la maison, ils vont la trouver vide, avec des clés posées sur une table. La veste que Nibaldo portait lorsqu'il avait déposé sa fille est également suspendue à l'entrée. Et donc, tout cela leur semble étrange, mais ce qui est plus alarmant que tout, c'est qu'il y a un morceau de verre brisé sur le sol de la cuisine. Et là, quand ils se rendent dans la chambre de Nibaldo, elle est complètement vide. Il n'y a plus rien. Et donc là, ils se disent, on appelle la police. Donc, ils vont commencer forcément par interroger la famille proche et ses collègues de l'université, mais personne ne l'a vu, alors qu'il est censé avoir mangé avec eux. Et donc, bientôt, c'est à Joanna qui vont poser des questions. Donc, elle semble bouleversée par la disparition et va déclarer à la police que, en fait, ils ne s'étaient pas parlé depuis leur séparation. Et presque aussitôt qu'elle est interrogée par la police, elle se rend au domicile de Nibaldo. Et en fait, elle va dire au frère de Nibaldo de partir parce qu'avec sa disparition, c'est désormais sa maison et qu'elle y resterait aussi longtemps qu'elle le souhaiterait. Boum, genre quelques minutes plus tard. Pas froid aux yeux.
Donc, le frère va lui refuser de lui laisser rentrer. Et là, elle va se mettre à pleurer en répétant que c'est sa maison, que Nibaldo était encore son mari. Elle va encore en plus demander les clés de sa voiture parce qu'elle estime que ça lui appartient aussi. Ça va pas du tout. Ouais. Et comme sa divorce n'est pas finalisé avant sa disparition, tout ça, c'est elle, tu vois. Donc, direct, quoi. Même pas la personne... voilà, je reprends les lieux. Donc, ça, c'est à moi. Ça, c'est à moi. Ouais, mais bon, c'est quand même assez ouf et ça donne pas non plus l'idée qu'elle est... Non, pas du tout. Donc, la famille va forcément, de ce fait, commencer à la soupçonner, mais alors de suite, quoi. Et normalement aussi. Donc, elle se rend compte, elle a au moins ça comme intelligence, et donc elle va commencer à publier des avis sur les réseaux sociaux, demander à n'importe qui, si ils ont des informations, de se manifester, et elle va donner plein d'interviews à la télévision où elle pleure en demandant de l'aide pour qu'il revienne à la maison. Mais exactement, très classique, et tout ça ne change pas la vie de la famille de Nibaldo parce qu'ils sont... ils ont confirmé en plus qu'elle n'a jamais participé aux recherches. En fait, en gros, tout ça, c'est du cinéma, quoi. Donc, le 15 août, un bateau rempli de touristes va naviguer à Muel-Prat sur une quai de Valparaiso. Et alors qu'il est en train de parler aux touristes, leur guide s'arrête soudainement et tous les touristes regardent dans la direction pour voir qu'est-ce qui avait attiré son attention. Et c'est là qu'ils vont apercevoir un torse humain nu, sans membres et sans tête, flottant à la surface de l'eau. On aime bien faire les démembrements en ce moment. Ouais, c'est vrai que l'on fait bon, écoute. Donc, la police va arriver rapidement, vont récupérer le torse. Et au départ, en fait, ils font pas le lien avec Nibaldo. Et en fait, ils vont commencer à vérifier les listes des passagers et d'équipage de tous les bateaux amarrés pour voir s'il manquait des membres de l'équipage ou des passagers. Et regarder les images de vidéosurveillance trouvées sur le quai. Et ils vont aussi patrouiller les plages voisines pour voir s'il n'y a pas d'autres parties du corps. Donc, le torse appartient à un homme âgé entre 30 et 50 ans. Comme je disais, au début, ils vont penser que c'est une victime de noyade et que peut-être son corps était dévoré par la faune locale. Mais les techniciens légistes vont conclure rapidement que les membres ont été sectionnés par des mains humaines. Ils ont également observé une blessure par arme blanche d'une certaine profondeur sur la région thoracique, donc au niveau de la poitrine. Qui avait transpercé le lobe du poumon gauche. Et la perte de sang qui s'en est suivie avait provoqué un choc hypovolémique, entraînant une hypoxie tissulaire aiguë, une hémorragie et une atelectasie, je sais pas pulmonaire, qui aurait certainement été fatale pour le propriétaire du torse. Je suis sûre que c'est fatal. This is not a shark. Okay? Et je sais pas si dans le quai de Valparaiso, il y a des sharks. Voilà. Donc, pour compliquer les choses, le torse, par contre, n'a aucun signe distinctif tel que tache de naissance ou cicatrice, tatouage, etc. Donc, il sera envoyé à la morgue. Et quand cette information est rendue publique, tout le monde va immédiatement penser à Nibaldo, les personnes qui le savent disparu. Et donc, ils vont convoquer les familles à porter des tests ADN pour les comparer à celui du torse. Et le 20 août, les résultats confirment que c'est bien le torse de Nibaldo. Donc, quelques heures seulement après que l'annonce soit publique de l'identification, Joanna va se rendre chez les agents immobiliers pour se renseigner sur la maison et les autres biens de Nibaldo et demander si ceux-ci pouvaient enfin lui être remis maintenant que Nibaldo était mort. Wow. Putain, connasse, quoi. Donc, on l'identifie et là, il y a 2 hommes qui vont également se présenter pour faire une déposition auprès des enquêteurs parce que selon eux, ils se rendaient à la plage pour passer la nuit à pêcher et cependant, leur bateau avait dérivé plus loin en mer, là où ils n'avaient pas prévu d'y être, et ils sont restés bloqués en mer pendant plusieurs heures. Et en fait, pendant ce laps de temps, leur attention soit attirée par des flammes qui pouvaient voir brûler un peu au loin de la plage voisine. Et donc, comme ils ont de lumière, donc là, ils voient où elle est, ils vont dans cette direction, ils misent cap sur la plage. Parce que tu vois, ils sont amarrés là parce qu'ils ne savent pas dans quelle direction ils prennent. C'est la nuit, ils ne voient pas. Donc, une fois qu'ils arrivent sur cette plage où ils ont vu cette flamme, ce feu, ils voient et ils ont vu un homme allumer un feu de joie et essayer de le maintenir aussi longtemps que possible avec tout ce qu'il avait sous la main. Et donc, les pêcheurs vont essayer de lui demander leur chemin, quoi, et savoir où ils sont. Et en fait, le mec, en gros, les a ignorés. Et à chaque fois, il a répondu juste en disant « c'est pas un bon endroit pour pêcher ».
Ok. Voilà. Donc, à quelques mètres du feu, ils voient une voiture bleue et une silhouette d'une femme à l'intérieur. Ok. Et eux, ils ont un peu peur de se perdre à nouveau, donc ils veulent pas reprendre le bateau. Ouais. Et en plus, apparemment, ils ont pas froid aux yeux, ils profitent un peu de la chaleur du feu. Donc, ils vont rester là pour la nuit. Oui, de ouf. Le mec, genre, on est là. On est là, on est bien. Hein? Ouais, pas mal. C'est bon, quoi. Ce que vous faites, ça ne nous regarde pas. Exactement. Voilà, ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas. Voilà. Et donc, du coup, ils vont se réveiller le lendemain matin et pour voir que ces deux personnes sont encore là. Et là, ils voient la femme sortir de la voiture pour embrasser l'homme et puis les deux vont partir. Incroyable. Donc, après leur départ, les deux hommes vont sortir, après que les deux soient partis, l'homme et la femme, les deux hommes vont sortir de leur bateau et s'approcher du feu, où ils voient un couteau brûlé parmi les autres debris, telles branches ou autre chose, parce qu'ils doivent prendre tout ce qu'ils pouvaient autour. Mais ils se sont pas manifestés qu'après avoir entendu parler du torse et plus tard de son identification, parce qu'ils ont compris que cet incident pouvait être lié, en fait, tu vois. Ouais, si vous voyez des gens brûler des choses et qu'après dans les cendres vous voyez un couteau, une ceinture, je sais pas, des dents. Ouais, c'est bien d'appeler la police. Portefeuille, ouais, quelque chose. Tout ça. Chose. Donc, le 22 août, les pêcheurs vont conduire la police à l'endroit où ils avaient été isolés sur la plage et où il y avait très peu de monde, hein, on est d'accord? Ouais. Donc ça a vachement aidé la police parce qu'ils retrouvent le reste de feu. Et parmi les vêtements, les branches, le couteau mentionné par le pêcheur, la police va également trouver des effets personnels et des os humaines calcinées. Donc, ils vont interroger les pêcheurs au sujet de la femme et ceux-ci vont déclarer qu'elle fumait beaucoup, qu'elle avait des longs cheveux noirs et raides, qu'elle était âgée d'environ 30 ans. Ils vont ensuite déclarer à la police qu'ils l'avaient reconnue comme étant Johanna lorsqu'ils l'avaient vue pleurer à la télévision pour le retour de Nibaldo. Ok. Voilà. Donc, Donc, forcément, là, la police soupçonne fortement Johanna et Francisco et vont saisir leur téléphone portable pour les examiner. Ils vont aussi enquêter sur les comptes bancaires de Nibaldo pour voir si les transactions ont été effectuées. Et ensuite, ils vont récupérer des images des caméras de surveillance, des banques, des distributeurs automatiques, faire un triangulaire des cartes de crédit, enfin bref, un peu de tout. Même, ils vont aller dans les stations-service pour voir où ils avaient été. Et ils ont pu voir que le 11 août, la carte a été utilisée pour retirer 35 000 pesos chiliens. Et on va voir des vidéos de surveillance de Francisco en station de service pour retirer l'argent. Alors, Johanna va expliquer qu'elle est sous contrat de soumission avec François et qu'elle devait donc faire tout ce qu'il lui disait. Oh mon Dieu. Francisco est très contrôlant, il est violent, il est manipulateur, il va jusqu'à dicter à Johanna ce qu'elle avait le droit de porter en public. Et même s'il n'est pas là, il contrôle les mots de passe sur les réseaux sociaux, nanani, nanana. Francisco a utilisé ça pour apaiser sa jalousie envers Nibaldo et aussi l'empêcher d'obtenir la garde de son enfant. Enfin, il est là, voilà. Et Johanna va dire que Francisco n'arrête pas de répéter qu'il va faire disparaître Nibaldo à tout moment. Donc, Francisco avait acheté 30 comprimés de clonazepam, c'est une sorte de... Comme un anti... un truc pour un homme, pour anti-anxiolytique. Anti-anxiolytique, voilà. Qu'il a acheté en ligne. Oui. Anxiolytique, ouais. Anxiolytique. Je sais pas. Bref. Il les avait les avait réduits, en poudre et les avait mélangés dans une boisson le 10 août. Et là, il s'était présenté au domicile de Johanna et lui avait donné la boisson. Okay. Et là, Francisco va lui ordonner de ne poser aucune question, mais de s'assurer que Nibaldo la boive. Donc, Johanna reçoit cette instruction, se rend au domicile de Nibaldo, où elle est accueillie parce qu'il pense qu'elle est venue se réconcilier. Son dîner avec des collègues de l'université était également un mensonge, parce qu'il s'agit en fait d'une rencontre avec Johanna pour se réconcilier. Okay. Et en fait, il a simplement dit à ses parents qu'il serait avec des collègues parce qu'ils savent qu'ils vont pas être contents ils vont pas après tout ça s'il se remet avec elle. Donc, elle lui donne le boisson et selon Johanna, elle ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Elle lui donne juste le boisson, d'accord? Donc, Nibaldo, selon Johanna, a perdu connaissance. Elle va prendre 2 photos de lui et les envoyer à Francisco. Francisco va recevoir les photos et va arriver sur place. Johanna dit qu'elle est restée dans le salon pendant que Francisco se changeait et se rendait dans la chambre avec un couteau et qu'ensuite il est revenu couvert de sang et a déclaré avoir démembré le corps de Nibaldo.
Et ensuite, il a remis une paire de gants à Joanna et lui a ordonné de nettoyer la scène du crime. Et une fois la scène nettoyée, ils vont monter dans la voiture de Francisco et ont jeté le torse à la mer, où il a dérivé jusqu'au quai, comme on a vu. Tant qu'eux, ils ont allumé le feu sur la plage pour brûler tout ce qui restait. Donc, Francisco, à son interrogation, va donner une version tout à fait différente. Il va accuser Joanna d'être violente dans leur relation et va déclarer qu'après sa tentative de suicide, elle avait appris que Nibaldo essayait d'obtenir la garde exclusive de leur enfant. Okay. Et elle a dit à Francisco qu'elle était prête à le tuer. Et elle lui a même dit qu'elle commençait à chercher des tueurs à gages, mais elle a fait passer cela pour une blague, en fait. Et lorsqu'il a compris qu'elle était sérieuse, Francisco a accepté de l'aider. Donc, il a acheté les clonazepam, enfin les antibiotiques, parce que Joanna lui avait demandé de le faire. Uh-huh. Ensuite, il dit qu'il est allé chercher Joanna chez sa mère. Elle lui a dit qu'elle devait s'arrêter chez Nibaldo pour discuter du divorce et de l'avenir de leur fille. Et Joanna lui a dit de s'éloigner du téléphone et d'attendre qu'elle lui envoie un SMS. Donc, lorsqu'elle l'a fait, il a vu les 2 photos de Nibaldo inconscient et une troisième lui demandant de se rendre sur place. Okay. Donc, quand il revient, il déclare que Joanna était euphorique, lui avoue avoir agressé et gravement blessé Nibaldo. Elle lui a ensuite remis le couteau et lui a ordonné de finir Nibaldo pendant qu'elle finissait de nettoyer. Et le reste du récit est identique entre les deux, mais sauf que pour Francisco, franchement, c'est Joanna qui a tout décidé. Et vice-versa, ouais. Exactement. C'est un très beau couple. Ouais, j'adore. Ouais. Très simple. Donc, le procès va commencer le 15 avril 2019 devant la cour pénale de l'Oral de Vina del Mar. Et le 16 mai, le verdict a été rendu. Les 2 accusés ont été reconnus coupables. Donc, Joanna Hernandez Vicuna a été condamnée à prison à perpétuité avec la possibilité de libération conditionnelle après 40 ans. Wow. Elle a été considérée par le tribunal comme le cerveau de l'opération. Et le fait que la victime était un membre de sa famille a constitué une circonstance aggravante. Okay. Francisco Silva, quant à lui, est condamné à la prison à perpète avec la possibilité de libération après 20 ans seulement. Oh, ouais. Et ils ont également été accusés d'utilisation frauduleuse des cartes de crédit Nibaldo, mais pour je sais pas quelle raison étrange, ils sont acquittés de cette chef d'accusation. Okay. Et donc les 2 vont faire l'objet d'un appel, mais les juges ont rejeté les arguments de leurs avocats. Le fait que le père de Joanna se prononce contre elle, son propre père, et va déclarer qu'elle avait toujours été une personne violente et manipulatrice, n'avait fait qu'empirer après avoir rencontré Francisco, n'a pas aidé forcément. Okay. Donc, il a complètement renié sa fille, il a approuvé la peine qu'elle a reçue, et il a conclu en disant qu'il considérait toujours Nibaldo comme un membre de sa famille. Et après avoir entendu les verdicts, de nombreuses personnes ont célébré publiquement dans les rues. Et le seul à ne pas être satisfait et heureux de ces verdicts étaient les familles de Nibaldo. Joanna et Francisco se sont trouvés dans la même prison et après seulement 1 semaine de détention, ils se sont séparés. Oh, ouais, I'm so sad. The love story is finished. Je ne crois plus en l'amour. Ouais, il n'y a pas de chanson écrite pour eux, je ne sais pas pourquoi. Et Joanna va se retrouver un nouveau petit ami derrière les barreaux. Évidemment. Voilà. Et donc Joanna en couple, mais Francisco va être seul et lui va entamer une grève de la faim de plusieurs jours et va écrire de nombreuses lettres adressées à divers instituts de droits de l'homme et cours d'appel pour demander une réduction de sa peine. Pourquoi? Parce qu'il insiste sur le fait qu'il avait été condamné à tort, qu'il avait été accusé de meurtre, qu'il a que fait profaner le corps. Et selon lui, ça constituait l'entendu de son implication. Ah, donc pour lui, c'est vraiment pour juste... lui, c'est un innocent. Il était mort quand il est arrivé sur place. Enfin, c'est vraiment Joanna qui a tout fait et lui, il a juste aidé à se débarrasser du corps, quoi. C'est ça. Okay. Et ensuite, le 15 juin 2022, le Congrès chilien a adopté la loi Nibaldo qui alourdit les peines pour les meurtres impliquant le démembrement et érige le démembrement d'un cadavre en infraction distincte. Donc, à cause de lui... Donc, grâce à lui, du coup, c'est plus grave si tu démembres quelqu'un. C'est une peine à part. Voilà, exactement. Il n'avait pas avant. Ouais, non, il y a meurtre et puis plus avec démembrement, etc. Incroyable. Donc, ouais. Mais bon, je trouve l'histoire intéressante et puis surtout, je trouve que encore une fois, tu vois, je trouve que Joanna, je l'aime pas non plus, hein. Non. Mais tout jetait sur elle, le cerveau, alors que le gars, il a 2 agressions. Non. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est là où j'allais intervenir quand tu l'as dit, mais j'ai laissé la fin de l'histoire. Et je vois vachement de vidéos, en fait, où c'est souvent sur des stars et tout, des célébrités,
t'as souvent, très très souvent le récit sur la nana. Mais oui. C'est soit elle force l'homme à faire ça, soit elle est complètement folle, soit. Et en fait, je dis pas que c'est pas possible. Non, je dis pas que c'est pas elle non plus. Ça me jette quelques red flags. Mais je pense qu'ils étaient quand même deux à faire ça. Je pense très clairement. C'est juste deux esprits complètement tordus qui se sont rencontrés et qu'elle a dû dire j'ai envie de le tuer, bah ok vas-y bébé je le fais avec toi et voilà c'est tout. C'est ça. Mais par contre tout mettre sur elle, je suis pas d'accord non plus. Je pense qu'ils étaient surtout deux. que les preuves en fait vont plus l'accabler lui pour le démembrement, etc. Ouais. Enfin, je veux dire, je suis désolée, mais pour moi, ça aurait dû être une peine égale pour tous les deux, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je suis d'accord. Égalité des sexes, merde. Yeah, c'est exactement ça, l'égalité des sexes. Voilà. Mais on n'a pas besoin de parler du vin parce qu'on nous a déjà dit que c'est un 5 sur 5 pour nous dans les rosés d'été. Ouais. Et donc, sur non, merde. C'est une belle butte. C'est une très belle butte que vous avez là, monsieur. Bon. See you next week. See you soon. Bye. Bye. Si t'aimais ça, like and subscribe.